J'entends leur passion, moi aussi, je suis passionnée de plein de choses. Mais est-ce qu'ils vont entendre ma détresse et mon stress et ma difficulté à vivre ça tous les week-ends? La fédération de car audio contraint d'annuler son événement prévu à Timauno ce dimanche en cause la pression de riverains qui souffrent déjà des carbas sauvages. Une pétition a récolté des centaines de signatures. Reportage exclusif dans les réserves du British Museum à Londres, la découverte de précieux tau polynésiens, une collection de la London Missionary Society examinée par la jeune chercheuse polynésienne Mililani Ganive. Comment ces objets se sont-ils retrouvés au British Museum et que représentent-ils? C'est le dossier de la semaine. Il est le tout premier à se lancer dans l'aquaponie sur l'île de Ta'a. L'amont nous emmène dans son exploitation où poissons, salades et bactéries travaillent en symbiose. Et comme chaque dimanche, nous ferons un tour d'horizon des événements sportifs de la semaine en deuxième partie de ce journal avec notre spécialiste Oriano Tefowe. Nous aurons l'occasion de parler volleyball ce soir avec notre invitée Ma Zingerle, la présidente de la Fédération tahitienne de volleyball. Deuxième mort sur les routes du Fénois ce week-end, à peine 24 heures après le tragique accident de Moorea. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années est décédé à Mataya vers 7 heures ce dimanche au niveau du PK 46. Il circulait à bord d'un véhicule de location avec 3 autres personnes pour des raisons inconnues. La voiture a percuté seul un poteau électrique qui est tombé en travers de la route et grièvement blessé. 2 occupants du véhicule ont dû être transportés au CHPF selon les équipes d'EDT déployées sur place pour établir l'électricité. L'état du poteau électrique en dit long sur la violence du choc. On écoute l'un d'entre eux. Lorsqu'un poteau électrique est cassé comme ça, pour nous, c'est la vitesse. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais vu les dégâts sur ce poteau, c'est la vitesse qui en est la cause. Vu aussi le point d'impact du véhicule et le lieu où s'est arrêtée la voiture, du poteau au point d'arrêt, il y a plus de 20 mètres. Il y a quand même un mort, 2 blessés graves. En ce qui nous concerne, nous sommes chargés de remplacer les poteaux électriques afin de redéclencher l'électricité dans ce secteur. Levé de boucliers à Papara contre la tenue de manifestations de carbas sur le site d'Atimauno. L'association Te Orahau, qui lutte contre les nuisances sonores, a récolté 600 signatures de riverains après celui organisé à Freouté. Un second rendez-vous des amateurs de gros sons, pourtant encadré et fixé par le pays, devait se tenir aujourd'hui. Il a finalement été annulé par la Fédération de car audio qui a préféré tempérer la situation. Les explications d'Athéna Milcam de Tauhiti Tonyuamusan. Calme plat ce dimanche sur le site de Atimaono. Pourtant, un rassemblement de car audio était prévu avec la bénédiction du pays. Un soulagement passager pour les riverains qui dénoncent les nuisances sonores quotidiennes des carbas sauvages. Domiciliée juste en face du site, Liana a atteint son seuil de tolérance. Ça va faire une dizaine d'années à peu près, où c'est vraiment tous les week-ends, quoi. Dimanche, samedi, on a des envies de meurtre. Je parle par rapport à la carbas, quoi, de détruire leur matériel parce que on n'en peut plus en fait. 1 kilomètre plus loin, Terry partage le même désarroi. Malgré des interventions des forces de l'ordre, l'annonce de rendez-vous officiel encadré par le pays passe mal. Tous les vendredis, quand je rentre, je me dis « je vais subir encore ça, il faut que je m'en aille de chez moi. » J'ai même envisagé de déménager. Alors quand j'ai entendu que le président avait autorisé un rassemblement d'une fédération à moins d'1 kilomètre de chez moi, je n'ose même pas imaginer quelles sont les agressions sonores que je vais subir en plus en fait. J'entends leurs besoins, j'entends leur passion, mais entendez aussi notre détresse, notre stress. Pour se faire entendre, les habitants se sont tournés vers Te Orahau qui lutte contre les nuisances sonores. L'association revendique plus de 600 signatures à sa pétition, s'appuyant sur la réglementation du site et le code de l'environnement. À ces habitants qui sont déjà en souffrance, on veut surajouter des rassemblements associatifs regroupant plusieurs dizaines de carbas. Et là, c'en est trop pour eux. Au niveau de l'exécutif, puisque sa décision semble ferme et arrêtée,
Ce que l'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à prendre la tâche d'un avocat pour attaquer justement le pays pour non-respect de la réglementation. Consciente de cette opposition grandissante, la présidente de la Fédération de car audio a préféré annuler l'événement de ce dimanche tout en maintenant la prochaine rencontre en mai. On a déjà commencé à avoir des plaintes, donc au nom de la fédération, non, j'ai préféré annuler et prendre le temps de trouver un accord avec le pays et puis le collectif de l'association Teorahau. Et ensuite, le président a prévu de faire un aménagement pour réduire les nuisances sonores. Notre journée du mois de mai, il est maintenu et nous ferons des tests avec des sonomètres. Il faut savoir qu'en tant que président de la fédération, pour réduire les nuisances sonores au niveau de la fédération, j'ai annulé tout ce qui est gros matos. Tout ce qui est de gros sub, de décibels, j'ai interdit. Pour réduire les nuisances sonores au sein de Atimaono, j'ai préféré prendre des petites charrettes pour réduire les nuisances sonores et prendre aussi des voitures qui s'arrêtent de 15 à moins. Les deux parties ont déjà été reçues par les autorités du pays. Tous s'accordent sur l'urgence d'une solution pérenne et consensuelle. Et retour dans le passé maintenant avec cette escale à Londres dans le British Museum où la jeune chercheuse polynésienne Milly Laniganive nous emmène dans les réserves du célèbre musée londonien à la découverte des pièces de collection de la London Missionary Society, à des pièces pourtant collectées pour la plupart par des missionnaires polynésiens. C'est le dossier de la semaine. Il est signé Esther Cugno sur des images de notre correspondant à Londres, Nitesh Mistry. À l'abri de la lumière, les réserves du British Museum cachent de nombreux trésors. Des pièces qui n'ont jamais été exposées, faute de place entre les quelques 8 millions d'artefacts qui occupent déjà les vitrines. C'est ici que Milly Laniganive visite ses Tau'a Faufa'a Tupuna, ces objets sacrés utilisés dans les cérémonies, comme ce petit ti'i, envoyé par Pomaré en 1816 à la London Missionary Society, comme preuve de sa conversion au christianisme. Les directeurs de la LMS, voyant la popularité des Tau'a de Pomaré, vont redéfinir en fait leur politique de collecte et vont essayer en fait pour chaque lieu évangélisé de collecter le maximum de preuves de ces conversions. Le musée devient très très populaire dès les années 1840-1850 et puis après ça devient de plus en plus difficile pour les directeurs de la LMS d'entretenir le musée. Ils sont alors approchés par des conservateurs du British Museum, comme le célèbre Augustus Frank. D'abord prêtés en 1890, ces objets sont finalement vendus les uns après les autres, d'où l'ampleur de la collection à ce jour. Des objets d'une conception très élaborée, qui viennent élargir la conception du sacré, selon la chercheuse. Peut-être un aspect qui m'a vraiment marqué en passant du temps avec les Tau'a de cette collection, c'est de voir que notre conception du sacré, en fait, notre typologie du sacré en fait, est assez restreinte et qu'en fait cette collection elle nous apprend en fait à avoir une plus grande ouverture d'esprit quant à la matérialité en fait du sacré chez nous. Mais si la collection est signée de la LMS, une grande partie de ces objets ont été collectés par des pasteurs polynésiens. Je pense notamment à une figure en particulier, Papeiha, qui a été envoyée pour évangéliser les îles Cook à partir de l'année 1821 et dont il existe une liste en fait des Tau'a qu'il a collectés. Et donc une grande partie de mon travail en fait est de permettre d'apporter un éclairage sur cette période historique dans notre histoire qui est très importante, mais au final dont on connaît peu de choses. Comprendre les techniques de fabrication afin de mieux renseigner l'histoire, c'est l'ambition de Milly Laniganive, qui passe le plus clair de son temps dans les réserves du British Museum, aux côtés des conservateurs. Si ces objets n'ont jamais été exposés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais été vus. What I think is important to say is that just because things are in the store. Si ces pièces sont dans les cartons, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas visitées ni soignées. Ici, nous essayons d'accueillir un maximum de visiteurs pour venir voir ces collections et en particulier les communautés du Pacifique. Nous le faisons régulièrement et nous aimons le faire. That's the best part of the job. C'est dans les souterrains du musée que les pièces sont ainsi conservées, dans des salles soigneusement climatisées. Ici, elles sont choyées par des spécialistes en conservation des matériaux organiques, comme les métaux, les plumes, le verre ou le papier. Une expertise que le British Museum assure partager avec le prêt de célèbres pièces de collection restaurées, à l'instar du costume du deuilleur.
Ces dernières années, nous avons travaillé dur pour effectuer des prêts à long terme à Aotearoa, à Hawaï, à l'Australie et en 2023, nous avons envoyé des taoa très importants au musée de Tahiti. Ces pièces sont donc là pour 3 ans et nous espérons qu'elles resteront plus longtemps. Il est donc tout à fait possible que des trésors de la collection soient prêtés à Tahiti et nous serions ravis de le faire. Au-delà de l'observation, Mili Lani garde un point d'ancrage au Fénois où elle rentre régulièrement. Des allers-retours qui lui permettent de réfléchir à la documentation de ses collections et comment les rendre accessibles au public polynésien. Je vous propose à présent de partir du côté de Ta'a à la rencontre de Lamon Manarani, pêcheur de métier. Il s'est lancé dans l'agriculture en utilisant la technique de l'aquaponie, un système où culture de poissons et de salade se retrouve. Jessica Doucet. C'est ici, dans le jardin familial, que Lamon a installé son exploitation, des cuves remplies d'eau et 250 mètres carrés de bassin avec radeaux flottants conçus pour la culture de plantes. Une culture aquaponique qui lui permet de faire pousser ses laitues Batavia. Alors un circuit fermé, c'est de l'eau qui circule dans un bassin qui retourne dans un autre bassin et qui n'est pas rejeté dehors. On utilise la même eau, de la même eau. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on utilise des tilapias pour faire pousser nos salades, des poissons. En plus d'être sain pour l'environnement, ce système permet de produire des légumes 100% naturels, mais aussi de réduire la durée de maturation des salades. C'est beaucoup plus rapide ce système-là. En 4-5 semaines, tu sors une salade. Je pense en tu as sûrement sorti une salade en 2 mois. Il y a des saisons plus propices à la culture que d'autres. Avril, ça commence, mais c'est vers juillet, tout ça, quand il commence à faire frais, c'est bon pour les salades parce qu'il y a un bon climat. C'est sûr que quand il fait très chaud, les salades, elles n'aiment pas trop. Mais heureusement que j'ai une grande quantité d'eau, du coup, mon eau, elle ne chauffe pas, comparé à des gouttières où il y a très peu d'eau. Lamon a suivi une formation d'1 semaine à Tahiti pour comprendre le processus, mais selon cet agriculteur devenu expert au fil du temps, rien de tel que la pratique pour apprendre de ses erreurs. Ça m'est arrivé où j'ai vu les salades ne poussaient pas du tout et j'étais carrément étonné pourquoi elles ne poussaient pas. Et j'ai regardé, j'ai soulevé une plaque comme ça. J'avais vu qu'il n'y avait plus de racines en dessous. Et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il n'y avait plus de racines? En fait, il y avait plein de tilapias dans le bassin. Voilà, et bien, c'est heureusement là, avec la pratique. Du coup, on a mis alors des filtres à la sortie des tuyaux pour éviter en fait, que les bébés tilapias entrent dans le bassin, dans le système. Aujourd'hui, Lamon est satisfait de pouvoir livrer des laitues 1 à 3 fois par semaine aux particuliers comme aux commerçants de Ta'a, une production qui reste cependant faible face à la demande. Et à Nukuhiva, au cœur des Marquises, les requins ont toujours fait partie du paysage marin. Mais selon les anciens, leur nombre et leur taille ont considérablement augmenté ces dernières années. Nourris par les pêcheurs lorsqu'ils vident leur prise, ils sont devenus des habitués des rivages. Et si certains téméraires comme Mati Kiani ont profité pour se joindre à la mêlée, ils se contentent désormais du spectacle. Ils nous racontent pourquoi. Si les pêcheurs de Nukuhiva se sont habitués à leur présence, depuis ces dernières années, le nombre de requins s'est considérablement accru, un constat qui intrigue autant qu'il inquiète. Le chiffre, je pense qu'il a augmenté. Et pour moi, je ne sais pas s'il y aurait un problème, mais il faudrait qu'on fasse attention quand même. Déjà là, imagine-toi, c'est un petit enfant qui tombe, il n'y a pas de feu vert, il n'y a pas de feu rouge. Tu tombes, on te mange. Ce changement, Matikiani l'observe depuis des années. Chasseur et pêcheur, il a longtemps partagé l'océan avec eux sans crainte, mais aujourd'hui, il a changé ses habitudes. Enfin, quand je sautais avec eux, quand j'étais plus jeune que ça, mais là, j'ai vu qu'ils ont un peu grandi, et j'évite de sauter. Car c'est bien là que tout se joue. Depuis des générations, les pêcheurs jettent les restes à la mer, une habitude qui a tout changé. À force qu'on ramène du poisson, le requin il s'adapte au rythme de l'homme aussi. On a vu ça, j'ai remarqué que je prends l'âge, même le requin il fait ce qu'on fait. Par exemple, quand je vais au petit café, le requin il vient aussi se présenter sur le quai, c'est comme s'il vient aussi prendre son café. Quand il rentre, il sait que demain, le café est là.
Un équilibre fragile où l'homme façonne sans toujours le vouloir le comportement des requins en adaptant leur mode de vie à celui des humains. Ces prédateurs des mers brouillent les frontières naturelles. Il sait qu'il n'est pas menacé par l'homme, hein, parce que sinon il ne ferait pas ça, hein, il va nous manger, j'en suis sûr. Hein. Il sait c'est quoi le thon. La chair fraîche, il sait c'est quoi, parce que le jour où j'ai sauté, les requins, ils m'ont pas mangé, mais ils se sont... Voilà, ils se sont bousculés sûrement, mais je suis remonté, je suis toujours vivant. Hein. C'est pour ça, grand respect aussi pour eux. Hein. Une cohabitation qui repose sur un équilibre précaire. Et vous l'avez compris, c'est le moment de notre journal des sports avec Oriano Tifo. Et je suis ravi de vous retrouver ici sur ce plateau. On vous résume l'actualité sportive du week-end, volleyball, athlétisme et sport de combat. Et c'est maintenant. Direction Taha, toute la semaine, le volleyball a rassemblé une quinzaine d'équipes venues des clubs de Huahine, Reatea, Taha et Bora Bora au challenge des Raromatei. Et cette année, le niveau était exceptionnel lors de son passage à Hamene. Roni Moufat en a profité pour nous ramener quelques images. Regardez. Après s'être hissé jusqu'en demi-finale, Tefariri de Huahine en rouge et Hamenenui en noir jouent pour la 3e place du podium. Et le spectacle est au rendez-vous. Les deux équipes se rendent coup pour coup, poussant le suspense jusqu'au bout. Dans les tribunes, l'ambiance est électrique. Ce tournoi ne se limite pas au sport, il dynamise les îles et renforce les liens entre les communautés. Cette année, plus de 450 joueurs, coachs et accompagnateurs ont fait le déplacement pour célébrer cet événement incontournable. On comprend mieux pourquoi tant de doléances arrivent et émanent de nos îles. Parce que justement, il y a un suivi, il y a un gros travail d'accompagnement derrière. Il y a un gros accompagnement derrière de nos coachs, de nos entraîneurs, de nos cadres. Mais au-delà du prestige local, briller ici, c'est aussi l'opportunité d'aller plus loin. Le challenge des Raromatei est une véritable vitrine pour les talents polynésiens, un tremplin vers les grandes compétitions. À l'issue du challenge, donc le gagnant participera à la Toa Tapu, donc anciennement tournoi des As. Donc il va participer à la Toa Tapu là, au mois d'avril. Voilà, et derrière, donc, on a le challenge Polynésie, anciennement challenge Polynésie, Festival New Hiva, donc, qui se passera au mois de mai. On retrouvera tous les premiers de chaque championnat de Raromatei aussi. On accueille les Jeux du Pacifique en 2027. L'idée aussi de mettre en place tous ces événements dans nos îles comme à Tahiti est de pouvoir détecter les meilleurs qui pourront nous ramener cette médaille d'or à la maison en 2027. Après avoir été menée 2-7-0 par Tefariri de Huahine, l'équipe de Taha en noir parvient à revenir au score et s'impose au tie-break. Hamenenui termine ainsi 3e du tournoi féminin. Derrière Haapu de Huahine 2e, Oputai de Taha s'adjuge la première place. Chez les hommes, Poporaiteva et Uramea de Bora Bora s'imposent face à Hamenenui et Niua, respectivement 2e et 3e. Il y avait plusieurs tournois cette semaine à Tiare, au Raromatei et au Marquise. Et pour nous en parler plus en détail, nous recevons la présidente de la Fédération thaïsienne de volleyball, Ma Zingerli. Yorana Aitoma. Ma Yorana, vous revenez tout juste de l'île de Taha où s'est tenu le secteur des Raromatei. Quel est le niveau du côté des Raromatei aujourd'hui? Alors, le niveau est excellent au Raromatei. La particularité d'ailleurs de cet événement Challenge d'Archipel, c'est que l'on a pu le faire par secteur aux îles du Vent, au Raromatei et aux Marquises, à Hivaoa. Hivaoa, où se tenait le Challenge des Marquises avec la participation de Nukuhiva Uapo, Uahuka, Fatuhiva. Le niveau est excellent puisque nous accueillons au mois d'avril cette équipe de Uapo Hakatoa et cette équipe masculine de Patoa de Nukuhiva. Et donc, oui, le niveau est excellent. Nous avons pu avoir quelques finales de ce vendredi entre Poporaiteva et Uramea qu'on a l'habitude de voir au Challenge Polynésie qui faisait face à cette équipe, grande équipe d'ailleurs de Hamenenui en masculin. J'avais l'impression de voir des fédéraux, des équipes fédérales jouer. C'était impressionnant et j'avais mon staff qui m'accompagnait sur Taha qui était aussi impressionné.
Et donc oui, sincèrement, le niveau de nos îles commence à atteindre le niveau de Tahiti. Faire 3 tournois justement aux Marquises, au Raromatei et ici aux îles du Vent, c'est une façon pour vous de pérenniser cet échange entre ces équipes des îles et de peut-être aussi détecter des bons joueurs? Tout à fait, d'une manière ou une autre. Ce projet a vu le jour, a été proposé à nos présidents de district, présidents d'île, présidents de club, de façon ou de manière à ce qu'on puisse répondre aux doléances de chaque président de club. Et donc, plusieurs équipes de nos îles veulent affronter nos équipes fédéraux d'ici de Tahiti pour pouvoir certainement rivaliser ou pour pouvoir certainement prouver que effectivement nos équipes des îles sont aussi fortes. Mais aussi ce projet a vu le jour parce que nous sommes dans cette démarche où je rappelle que nous accueillons les Jeux du Pacifique en 2027 et nous sommes dans cette démarche de pouvoir détecter les meilleurs, de composer une très très belle équipe féminine et masculine afin de récupérer et de pouvoir encore gagner cette médaille d'or en 2027 à la maison. Et quels étaient les enjeux pour ces équipes qui ont participé au Challenge des Archipels, justement? Alors, il y avait quelques enjeux, quelques difficultés aussi. Je commencerai par les difficultés. Tout d'abord, ces difficultés financières. Je me mets à la place de mes présidents de club qui ont tout fait par leurs moyens de rejoindre Ta'a, de rejoindre Tiare, de rejoindre Hivaoa. En termes de transport maritime ou de transport aérien pour certains, c'est un coût. Je ne vous cache pas que c'est un coût. D'ailleurs, ça a été très très lourd de pouvoir gérer cette situation. Malgré tout et avec certaines communes qui nous ont tendu la main, certains comités de chaque district ou de chaque île qui nous ont soutenus dans cette démarche, nous sommes y arrivés. Bon, les enjeux. En avril, nous organisons le tournoi Toa Tapu, anciennement appelé tournoi des As, et nous accueillons les vainqueurs de ces archipels, les îles du Vent, les Raromatei et les Marquises. On pourra les retrouver dans un tournoi à 8, ils affronteront nos équipes fédéraux, puisque les 5 premiers de ce championnat fédéral ici à Tahiti participeront aussi. Et ce tournoi, on pourra définir, grâce à ce tournoi, la meilleure équipe fédérale de notre Polynésie. Merci Président d'avoir accepté notre interview ici sur notre plateau et on se donne rendez-vous donc en avril pour la nouvelle compétition. Maruru. Maruru. Allez, la 13e Ta'aroa Race s'est déroulée hier à Tapna. Et record de participation avec 486 inscrits, marquant ainsi un début de saison très attendu pour les passionnés de V1 marathon. Presque tous les ténors de la discipline ont répondu présent. Andy Ebb revient sur la course reine de la journée. Steve Teihut-Ata, champion en titre, ne parvient pas à conserver son titre cette année. Après une bataille intense sur les derniers kilomètres, il cède à Brice Punwat Ahitua à 200 mètres de l'arrivée qui s'empare de la victoire. Il aura parcouru 22 km en 1h51 minutes 59 secondes, signant ainsi une performance impressionnante. Je n'ai pas aussi paniqué, il fallait juste rester sur ma glisse et à la fin là, on a fait un beau finish avec Steve. Je voulais quand même défendre le tout, hein. Dans ce tronçon-là, si t'as pas la sauce comme Brice là, ben tu ramasses. Mais au départ de Tapuna, ils sont 144 seniors à s'élancer en direction de la passe de Pape Été par le lagon, où ils prendront le large pour revenir à l'arrivée par la passe de Tapuna. Et s'ils ont répondu présent aujourd'hui, c'est pour jauger leur niveau en ce début de saison. Darren Arbulot impose immédiatement sa cadence dès le départ, se positionnant ainsi comme le lièvre de la course. Tous les autres rameurs suivent son rythme, les plus puissants en tête de peloton. Ce n'est qu'au niveau de l'aéroport que les Toa commencent à accélérer, se détachant alors progressivement du peloton. Les premiers écarts se forment. À la sortie de la passe de Pape Été, 3 rameurs au coquillage menés par Brice Punwat Ahitua forment le trio de tête. La partie en haute mer, propice aux spécialistes de la glisse, leur permet d'améliorer leur classement et de creuser l'écart.
Malgré une remontée spectaculaire de Steve Tehut Atta, qui passe de la 25e à la première place grâce à sa maîtrise de la glisse au large, il cède finalement face aux puissantes attaques de Brice sur la fin. À 200 mètres de l'arrivée, le rameur de Shell prend l'avantage et décroche la victoire de la Arua Race 2025. Bon début de course pour moi cette année. Steve Tehut Atta arrive 19 secondes plus tard, suivi de Keoni Sulpice. Je pensais avoir bien mis l'écart là entre le poteau blanc et la passe. Les cousins Brice là qui nous vient vers la droite. Après bon, comme j'ai dit, on n'avait pas encore les armes là, il me manquait encore quelques cartouches pour gagner. Chez les vétérans, Charles Taillé, surnommé Popeye, s'impose avec un chrono de 1h54 minutes 40 secondes, conservant ainsi son titre. Il devance Lono Teururei, arrivé 1 minute et 14 secondes plus tard, suivi à la 3e place de Manutea Owen. C'est que la première course de l'année. La saison est encore longue et l'objectif c'est de rester au top toute l'année. Le prochain rendez-vous d'UVA, le championnat de Polynésie V6 Marathon, le 15 mars au Taoné. Et le premier critérium d'athlétisme s'est tenu hier au stade de Punaru. L'occasion pour les athlètes sélectionnés pour les championnats de Nouvelle-Zélande de se tester avant de s'envoler le week-end prochain pour Aotearoa. Allez, le reportage de Désiré Teivao. Tess Hayat, Teanavai Perez et Hailey Gilroy font partie des 18 athlètes retenus pour participer en mars au championnat de Nouvelle-Zélande. Teanavai Perez sera l'une des figures de proue de la délégation tahitienne. Médaillée d'or en saut en hauteur l'année dernière, elle s'alignera aussi sur l'heptathlon cette année. Première compétition individuelle, je fais hauteur U18 et U20. Je vais essayer de faire plus d'1m80, ça serait pas mal. J'ai entendu là du coup que tu as battu ta meilleure perf sur 200 mètres. Oui, carrément. Je ne m'entraîne pas trop sur des sprints longs, du coup je suis vraiment contente et fière. Je suis prête à repartir et à défendre le titre. Chez les cadets, Jacques Temari nourrit aussi de grandes ambitions pour les championnats de Nouvelle-Zélande. Spécialiste du décathlon, le jeune espoir visera un record de Polynésie lors de la compétition. Là, je me sens prêt, ça se peaufine de plus en plus. On commence à faire vraiment, on commence à vraiment aller dans les détails. Point fort, j'irai le lancer, le 110 mètres, le 100 mètres aussi. Je pense que ça peut s'exploser. Et après tout ce qui est épreuve de force aussi, lancer de javelot, de disque. Et voilà. La présidente de la Fédération d'athlétisme, Cécile Gilroy, est aussi très optimiste pour ses athlètes. L'objectif pour ces championnats de Nouvelle-Zélande sera de décrocher au moins 7 médailles. Ils sont en forme, ils sont stressés parce qu'ils sentent venir l'échéance, mais ils sont prêts en fait, donc ils sont en période d'affûtage. Voilà, on fait attention aux petits bobos parce qu'ils sont également en période où ils sont un peu fatigués, donc il faut faire très attention et donc on essaye de gérer un peu tout ça. Les athlètes polynésiens ont donc rendez-vous entre le 6 et le 9 mars sur la piste de Dunedin pour les épreuves individuelles. Ils enchaîneront ensuite les 22 et 23 mars à Auckland avec l'heptathlon et le décathlon. Le public était au rendez-vous hier à Marina pour le début de la Tahiti National BJJ Gi, une compétition de jiu-jitsu brésilien très attendue par les combattants. Et oui, elle a rassemblé 20 clubs de Polynésie. Le constat a été indéniable. Le niveau des jeunes a encore augmenté. Les temps forts dans ce reportage. Record de participation pour cette édition, plus de 300 inscrits allant des kids jusqu'aux seniors. Et comme d'habitude, les plus jeunes se distinguent en enchaînant les techniques. Parmi les 20 clubs représentés, certains viennent de Huahine, Reatea, Bora Bora et Moorea. C'était un peu dur, on était obligé de louer un truck. Donc on s'est pris un peu à la dernière minute pour trouver un truck. Et on est venu avec une petite délégation d'une vingtaine de personnes. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de nouveaux. Donc du coup, pour le moment, j'ai une médaille d'or et beaucoup de médailles deuxième, troisième. Ce rendez-vous permet aux athlètes de cumuler des points. Les mieux classés seront qualifiés pour une rencontre face à une délégation étrangère en novembre à Mahina. Cette année, le règlement a évolué pour les plus jeunes. En plus des étranglements, ils peuvent maintenant réaliser des clés de bras. On a un petit peu ouvert chez les petits, effectivement, on a autorisé plus de clés de bras. Alors bien sûr avec la formation au niveau des coachs, des athlètes et surtout des arbitres pour la sécurité. Mais effectivement on s'est adapté au règlement international et on a ouvert certaines clés de bras chez les tout petits. C'est ce qui fait aussi qu'ils progressent de plus en plus vite, c'est qu'on ouvre le règlement pour leur permettre de s'exprimer. Dans la finale de la catégorie des juvéniles des moins de 61 kg, les spectateurs assistent à un beau duel entre Keahi Duval du Seaside Papara et Aruahi Moulan du Harimat.
À la fin du temps réglementaire, le combattant de Reatea s'impose. C'était très difficile, c'est un très bon combattant. On s'est déjà rencontré 2 fois, j'avais gagné la première fois, la deuxième fois c'est lui qui a gagné, j'ai réussi à gagner la dernière fois. Au classement par club, surpasse Team Raflamiz avec 15 médailles d'or. Seaside Papara prend la deuxième place avec 10 médailles d'or et Tamari Punaru complète le trio gagnant avec 9 médailles d'or. Et pendant une semaine, les meilleurs combattants de la Polynésie Taekwondo étaient en stage intensif avec Philippe Piner. Sélectionneur international au palmarès bien fourni, il a amené une dizaine d'athlètes de différentes nationalités aux Jeux Olympiques. Le reportage. C'est la deuxième fois que cet expert vient au Fénois. Son objectif est clair, propulser le taekwondo polynésien vers le haut niveau. Et pour y arriver, le sélectionneur n'hésite pas à sortir les athlètes de leur zone de confort. Oui, c'est un stage d'optimisation de la performance. Donc on met en place des patrons moteurs sur des travails de force, de résistance, donc toute la partie physico-technique. Puis après les après-midi, on travaille les complexes technico-tactiques. Donc les situations où l'intelligence tactique est importante, mais avec le travail fait physiquement pour pouvoir supporter la direction tactique de l'entraînement. Au niveau local, on voit souvent le Tahitien frapper fort, alors que là on nous apprend les déplacements techniques, l'immobilisation du corps et placement de la jambe. C'est une grande expérience et on a de la chance d'avoir un grand coach comme ça. C'est très intense, mais franchement c'est nécessaire. Ce qu'on progresse et qu'on améliore dans ce que nous entreprenons. Philippe Piner présente des exercices spécifiques à certaines équipes étrangères. Oui, parce que la réflexion qu'on a eue avec le président, c'était que si c'était pour imiter le style français, imiter le style coréen, en fait, Tahiti sera toujours un peu derrière, quoi. De fait, vous êtes très isolé, il n'y a pas beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de situations où ils peuvent aller faire des compétitions internationales, c'est super cher. Alors, on a décidé avec le président de donner à Tahiti un menu varié, plusieurs propositions de style, pour créer le style tahitien et que ce style tahitien soit celui qui est prêt à gagner en 2027. La fédération locale compte bien renforcer sa collaboration avec le sélectionneur. Philippe reviendra fréquemment au Fénois pour bien préparer les Jeux du Pacifique de 2027. Et on termine notre rubrique avec l'agenda sportif. Et vendredi 28 février se disputera la première soirée de cyclisme sur piste avec le vendredi Pop. Et le lendemain, samedi 1er mars, les passionnés de la course à pied se retrouveront pour la première édition du Venus Aurei Race, une course de 6 km avec un départ depuis la Pointe Vénus. Et toujours samedi, mais le soir, cette fois, dans la salle de Fatawa, un gala de Muay Thai organisé par le club Tini Thai Boxing. Et en fait, dimanche matin se tiendra le mémorial René Malmezac avec un départ fictif depuis le vélodrome de Fatawa. Là, nous arrivons au terme de cette édition. Au programme ce soir sur votre chaîne La Planète des Singes, un film de Matt Reeves suivi de votre émission à Capital. Demain, c'est Sophie Guébel qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tétinouille Télévision. Et bien sûr, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.